Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Invité de ce journal, Monsieur Albert Lombo. Bonsoir, Monsieur Lombo. Bonsoir, Jean-Louis. Oui, Monsieur Lombo, vous revenez sur cette antenne cette fois pour parler de politique. Alors, les élections au Congo-Brazzaville, la campagne électorale a commencé le 4 mars dernier et le 4 mars, c'était également une journée de souvenir et de recueillement pour le peuple congolais. C'est à vous, Monsieur Lombo. Merci, Jean-Louis, mais c'est vraiment une désolation parce que la campagne a commencé effectivement le 4 mars. C'est une date lugubre où nos parents ont perdu des vies et que le pouvoir, très cynique, n'a pas pensé vraiment à mémoriser cette date et à penser que c'était une date, on pouvait ouvrir une campagne. Heureusement que l'opposition, qui devient attentive aux préoccupations des populations, a pensé aller commencer au recueillement en ces lieux sinistres. Donc voilà comment je peux dire ça en même temps que l'opposition en place là-bas à Brazzaville. Alors, revenons un peu sur une note un peu plus gaie avec l'ouverture de cette campagne. Mais avant tout, parlons de la gouvernance électorale et précisément des opérations qui concernent l'organisation du vote. Alors, nous constatons ici que cette élection est régie par ce qu'ils appellent la CENI, donc la Commission nationale indépendante des élections, bien sûr. Alors, que pensez-vous de cette commission qui, je crois, a été critiquée par l'opposition et que cette opposition considère comme pas réellement indépendante? Quel est votre avis sur cette commission? Pour nous qui avons grandi, qui avons peut-être le même âge que l'indépendance du Congo à nos jours, nous pensons que ce n'est pas une surprise. C'est peut-être les Congolais qui pensent que tout change, mais le PCT n'a pas changé d'un iota et c'était vraiment ne pas compter avec Sassou pour faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire que faire des déclarations tapageuses pour ne rien faire, parce que cette commission n'a rien de changement que l'acceptation qu'il a acceptée devant la communauté nationale et internationale qui va accéder à cette, à modifier et arranger les conditions de la gouvernance électorale. Et ce faisant, il n'a rien fait, il a tout juste changé de nomination CENI, et puis bon voilà, sinon il a reconduit les mêmes personnes. Donc il n'y a rien d'indépendance. Tout est géré par le ministère comment tu appelles, le ministère de l'Intérieur, que par les personnalités. Ça n'a pas été aussi décidé en consensus avec les autres acteurs politiques sur place. Alors, donc il n'y a rien d'indépendant. Alors vous pensez que dans cette commission, l'administration est surreprésentée? Mais alors, pourquoi avoir l'administration est surreprésentée, le PCT. Allez-y. Allez-y, M. Lombo. Je disais, l'administration est surreprésentée, et puis, comme l'administration est composée du PCT, c'est vraiment... il n'y a rien vraiment d'indépendant. Il n'y a rien d'indépendant et les jeux sont pipés. De toute façon, les informations qui viennent en notre possession, en regardant même les textes affichés sur les réseaux sociaux, tout est déjà fait, en effet, au ministère. Nous avons quelques problèmes de ligne avec, avec le Texas, M. Lombo. Oui, allez-y. Monsieur Lombo, vous m'entendez? Oh oui, je rappelle que nous recevons Monsieur Albert. Je vous entends très bien. Voilà, nous recevons Monsieur Albert Lombo sur la question de la gouvernance électorale. Donc, nous parlons de l'élection présidentielle du 20 mars prochain au Congo-Brazzaville. Et nous parlons de la Commission nationale des élections, la Commission nationale indépendante, bien sûr. Alors, Monsieur Lombo, qui tend à montrer ici que cette commission est acquise au pouvoir et que, par conséquent,
elle ne garantit pas la fiabilité des résultats. C'est ce que vous voulez dire, M. Lombo? Bien sûr, elle ne garantit en tout cas, en aucun cas, la fiabilité des résultats, puisqu'elle ne remplit pas les conditions d'une CENI vraiment purement et simplement indépendante, parce que la CENI indépendante est décidée de manière consensuelle avec les autres acteurs politiques, donc avec les partis politiques, avec la société civile. Mais ce n'est pas par décret qu'on va nommer vraiment dans son bureau une commission électorale indépendante. Alors, vous contestez donc le fait que le président de la République ait pris un décret qui nomme, met en place, j'allais dire, cette commission. C'est ce que vous récusez. Mais bien sûr, c'est vraiment, c'est pas faisable en démocratie. En démocratie, c'est pas faisable. Mais nous nous rendons compte, vraiment pour votre gouvernement, nous nous rendons compte que le PCT, malgré tout, n'a rien appris, n'a pas changé. Les dialogues. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que vous entendez par n'a pas changé? N'a pas changé simplement parce qu'à l'époque, quand on disait le dialogue, les documents sont préétablis par le présidium. Et quand on amène les documents à une assemblée, à un congrès ou à une réunion, c'est juste pour des formalités. Et quand on arrive, on vous présente les documents, on vous fait la lecture des documents et on vous parle de l'adoption des documents. Et c'est en adoptant, même en adoptant, quand vous voulez apporter des amendements profonds, et à la fin, le présidium vous dit que non, le chef avait déjà décidé, donc vos amendements ne peuvent pas être pris en compte. Et le PCT a toujours travaillé comme ça. C'est comme ça qu'on travaillait même à l'UGC. Même à l'UGC, donc les idées qui pouvaient éclore la pensée, qui pouvaient vraiment faire de telle sorte qu'il y ait évolution, étaient carrément étouffées. Donc là, c'est la pensée unique. C'est vraiment, et ça continue jusqu'aujourd'hui là, et nous constatons que c'est vraiment très, très ridicule que tous ceux qui sont au PCT, même les intellectuels qui voyagent, n'ont jamais apporté vraiment un changement profond au sein de ce parti politique qui est resté toujours à l'image d'un autre temps. Comment expliquez-vous cette tendance à l'inertie quand on sait bien que le vent de la démocratie qui avait soufflé, je crois, pendant les années 90 a impulsé l'autre comportement, a fait une refonte au niveau de plusieurs partis politiques, des changements radicaux sont opérés. Vous pensez que le PCT est resté dans les vieilles habitudes? Naturellement, la démocratie, le vent a soufflé, le mur de Berlin est tombé. Bon, vous savez que le PCT était un parti qui avait résisté à ce vent-là et il l'a adopté parce qu'il fallait vraiment l'adopter pour une survie, peut-être puisqu'ils étaient habitués au pouvoir, donc il fallait survivre dans ce pouvoir. Mais sinon, s'adapter à la démocratie, c'est un autre problème parce que c'est un problème maintenant culturel. Il faut quand même essayer de simuler pour aller maintenant apprendre les données qui consistent à ce qu'on intériorise les aspects démocratiques en soi d'abord. Et vous allez remarquer que même toute la classe politique, ce n'est pas seulement peut-être le problème du Congo, mais même les partis politiques n'ont jamais pratiqué la démocratie en leur sein. Vous allez regarder que les congrès qui s'y passent, ce sont les mêmes personnes qui se reconduisent. Et quand il y a élection, vraiment, quand il y a des voix discordantes qui s'expriment, elles sont bafouées, elles ne sont pas prises en compte. Donc, il y a même au sein des partis politiques des gens qui n'acceptent pas vraiment à céder la place à des idées participatives. C'est ce qui est déplorable. Et je crois que c'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on est obligé de se cramponner au pouvoir parce qu'on a des problèmes à s'adapter même dans une société hors de la politique parce qu'on n'a pas vraiment cette capacité d'être un être adaptatif comme disent certains parce que l'homme est un être adaptatif. On doit s'adapter
à n'importe quelle condition, pourvu que vraiment l'environnement vous l'impose. Donc voilà à peu près. Merci, M. La Lombo. nature du PCT, elle est restée comme ça. Merci, M. Lombo. Nous avons un peu d'écho là, ouais, mais voilà. Oui, voilà. Donc, M. Lombo, nous allons aborder l'actualité de cette élection sur place avec les fraudes massives qui ont été décriées la semaine dernière. On nous parlait nous avons lu sur les réseaux sociaux que des systèmes mafieux ont été installés avec pour but de produire des cartes d'électeurs et notamment des listes fictives à côté des listes officielles. Mais bien sûr, ça ne peut fonctionner que comme ça. Le contraire pourra nous étonner parce que ce système n'a fonctionné que comme ça. Nous apprenons même que cette élection est déjà même finie, elle est faite. Nous n'attendons que les formalités pour que demain matin, le ministre de l'Intérieur vienne proclamer sa sous-président et pour vous mettre dedans un fait accompli. Puisque lui, déjà, il défie la communauté internationale. J'en parle parce que il y a des documents qui sont déjà préétablis. Vous savez qu'avant même l'ouverture de la campagne, le président s'est déplacé pour faire la campagne. Vous comprenez avec nous que pendant que les gens sont en train de se faire enregistrer, le ministère de l'Intérieur avait déjà fini même, avait déjà même clôturé comment tu appelles ça, la révision des listes électorales. Donc la fraude, elle est là. Elle est là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la machine. Ces machines-là, ce ne sont pas des machines. Hein. Ce sont des gens qui sont payés pour faire ça. Donc la fraude, elle est là. Elle est massive et nous ne savons pas exactement comment l'opposition va contrer cela. Mais nous avions appris quand même sur ces réseaux sociaux que le fait, si je peux anticiper, que le fait de multiplier les candidats et qu'avec la manière selon laquelle les urnes ne peuvent plus bouger, c'est-à-dire qu'après l'élection présidentielle, on commence à compter sur place pour que ceux qui ont des smartphones arrivent à filmer les résultats et à les transmettre à chaque QG, à chaque QG de candidats. Moi, je crois que ce serait formidable. Pour que... Allô, M. Lombo, nous avons quelques problèmes avec Abilene au Texas. Nous avons quelques problèmes avec M. Lombo. Allô, est-ce que vous m'entendez, M. Lombo? Je vous entends très bien, c'est parce que vous m'avez interrompu. Là. Non, non, je ne vous entendais plus. Allez-y. Ah, oui, donc je disais qu'il faut éviter le transport des urnes pour ne pas qu'elles soient échangées en cours de route avec celles qui sont déjà bourrées. Donc, c'est ça. Donc, la fraude, elle est là. Et je pense bien qu'avec les stratégies de faire de telle sorte que les urnes ne soient plus transportées, qu'on compte ça sur place dans les bureaux de vote et que l'on transmette à chaque QG, je suis sûr que le ministère de l'Intérieur sera mis en mal par rapport à cette pratique-là. Alors, nous avons appris que selon cette organisation, bien sûr, que chaque parti se fera représenter à l'intérieur de chaque bureau de vote et qu'il y en a 5000 bureaux. Hein? Bien, alors, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui garantit la sécurité de ses membres à l'intérieur de chaque bureau de vote? Avec le recul du temps, nous comprenons qu'aucun parti ne circonscrit ou n'a circonscrit ses militants. Vous comprenez que c'est possible que les militants soient vraiment des personnes corruptibles. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui que je suis de l'UPADES alors qu'il ne l'est pas. Et j'ai vu tout ça à l'époque, dans mon village. Et ça, je peux vous dire que dans mon village, il y a eu une fraude à l'époque en 1992. J'ai vécu cela. Il y avait des gens qui avaient compris, des jeunes qui avaient compris que bon, pour ne pas vraiment, pour essayer un peu de donner la place ou de bouffer un peu l'argent du PCT, créons nos bureaux. Et je connais un frère qui aurait nommé les arbres, a donné les arbres, comme il connaissait bien les arbres de la forêt, il les a donné que des prénoms.
il peut donner Moutira Pascal, Moussenge Joseph, Ishinga Norbert. Donc, c'était des personnes fictives et on avait envoyé ça au QG du PCT. Et le PCT, par vraiment une chance de calcul, la coalition URD-PCT avait eu un conseiller chez moi, dans mon village. Et à partir de cela, ils ont cru que c'est cette liste-là qui avait fait qu'ils aient un conseil là-bas. Or, les jeunes là ne voulaient que bouffer un peu d'argent pour dire que, bon, écoute, Lissouba est déjà gagnant ici, mais on peut quand même créer un bureau du PCT. Et c'était parti. Maintenant, quand ils ont gagné la guerre, ils avaient du mal à nommer un préfet dans mon village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste rappelés de celui-là qui avait amené cette liste là-bas et on l'a nommé. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment nul, qui ne connaissait rien. On les appelait chez nous des gazéliens. Donc il allait pour lui vendre sa viande sur la voiture. Quand il arrive à Dolisie, on lui dit, mais toi tu es nommé préfet. Et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans mon village à partir de ce que ce jeune-là a fait. Donc, vous voyez un peu que c'est des pratiques du PCT. Le PCT a habitué... J'allais dire sous-préfet, sous-préfet. Oui, sous-préfet, je voulais dire. Non, je disais, le PCT est habitué à ces choses-là. En tout cas, c'est un parti qui n'a pas honte. Et en l'occurrence, le président de ce parti-là. Et oui, nous allons donc, c'est une passerelle qui nous permet d'aborder la question des candidats à cette élection. Et nous allons commencer par le candidat Denis Sassou Nguesso, qui se présente donc à sa propre succession. Alors, est-ce que vous pouvez évaluer succinctement les chances de ce candidat? Alors, pourquoi les élections? Pour le PCT, pour l'opposition? Pourquoi vont-ils solliciter les suffrages du peuple? Non, vous savez, le président Sassou est le seul président au monde qui aurait déclaré sur les antennes de la radio nationale que les ridicules ne tuent pas. Ce monsieur aurait eu du mal quand même, de par son âge, de par la longévité au pouvoir et de par son bilan, de ne plus vraiment solliciter les suffrages des Congolais. Il aurait pu choisir sortir par la grande porte en disant « j'ai fait mon temps, vraiment que mon bilan soit bon ou mauvais, je me retire ». Il créait les conditions de la transition et il serait grandement sorti. Pour Sassou, on ne peut pas parler de la chance, non. Pour Sassou, il faut parler qu'il croit à sa machine. Puisqu'il sait, vous voyez comment il est en train de faire sa campagne, non? Il le fait dans un char. Il est en train de faire la campagne dans un char. Vous n'avez que regarder les images à Pointe-Noire. Est-ce que tous les candidats ont des chars? Puisque quand on sollicite en démocratie, quand on sollicite les urnes de ses compatriotes, les suffrages de ses compatriotes, on doit être à pied, on doit être dans la masse. Mais on ne peut pas aller dans un char solliciter les suffrages de ces... Vraiment, c'est trop cynique. Je n'ai rien à dire pour ce monsieur. Vraiment, vous comprenez mon émotion, quoi. Lui n'a pas l'empathie. Il n'a pas d'empathie. Sassou n'a rien à voir avec un être humain. Le seul être humain qu'il pense, c'est lui-même. Parce qu'il a acheté l'arsenal, pas pour défendre l'intégrité du territorial du Congo. Les armes, c'est pour tuer ses compatriotes. Et nous avons toujours dit, j'ai toujours dit personnellement, que si vraiment Dieu existait, alors pourquoi avait-il pensé mettre un tel personnage au Congo, où les gens vraiment incarnaient les valeurs? S'il faut regarder vraiment, depuis les années 60, il y avait des valeurs au Congo. Mais aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qui gouvernent. Donc pour lui,
il n'a pas de chance. Je sais qu'il compte sur ses armes. Et finalement, quand on va contester cette élection, vous voyez comment il est en train de faire balloter Moukoko, qui n'attendait pas une fois être candidat un jour en face de lui. Alors, parlons de Moukoko. Moukoko avec ses soucis de justice, avec le pouvoir en place, des convocations tous les jours. Si ce n'est... oui. Allez-y. C'est cela l'intimidation. C'est cela vraiment le caractère cynique de ce pouvoir et ses alliés. Vous savez, un candidat doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les candidats. Et si nous suivons bien ici où nous avons la possibilité de suivre vraiment des vidéos, nous avons toujours regretté le fait que la majorité des Congolais au Congo ne suivent rien. L'Internet est filtré parce que même quand vous les envoyez des images, ils ne voient que des titres, ils ne voient même pas des images. C'est filtré, c'est désolant. Donc, parfois, tout ce que nous faisons ici, à l'étranger, ils sont rassurés que les Congolais ne suivent rien. La majorité des Congolais ne suivent rien de ce qui se passe ici. Parce que s'il était amené à ce que nous envoyons tout ce que nous avons comme information ici au pays, je suis sûr qu'avec un clic sur l'Internet, tous les Congolais seraient dehors. Et c'est pour cette raison qu'eux, ils ne peuvent pas libérer l'Internet. Ils ne peuvent pas libérer les médias. Ils le savent. Donc, le général Moukoko est arrivé vraiment, personnellement, je suis franc et je suis un patriote. Je le parle franchement. J'ai toujours dit sur les réseaux sociaux que Sassou Moukoko, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais du fait que sa candidature a suscité un espoir, beaucoup d'entre nous se sont alignés derrière cette candidature. Et on est prêt à se sacrifier pour cette candidature si vraiment il était laissé libre de pouvoir s'exprimer. Si vraiment il était laissé libre de circuler dans tout le pays, nous appellerons nos parents pour soutenir cette candidature parce que nous sommes capables et nous sommes convaincus que lui, il sera capable de pouvoir affronter sur tous les plans M. Sassou Nguesso. Oui, donc, merci. Voilà à peu près. Et les autres, donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler des candidats Kolela, Tati Mabiala, Mounali? Cette diversité nous arrange dans ce sens que sur la stratégie de l'opposition de pouvoir, chacun gérera l'électorat dans son fief, de telle sorte que Sassou soit en ballottage même défavorable, afin d'aller au deuxième tour. Et au deuxième tour, si tous les candidats pourront s'aligner derrière celui qui devait avoir plus de voix, ce ne serait qu'une très très bonne stratégie. Mais l'opposition parle déjà... Ils ont bien réfléchi sur ce plan. Contrairement à ceux qui parlent... Mais on parle déjà d'une victoire au premier tour du président de la République. Oui. C'est pas l'opposition qui parle du victoire du... Non, dans l'opinion, dans les milieux du PCT, des partisans du président Sassou Nguesso, on parle déjà d'une victoire au premier tour. Mais ils ne peuvent que faire ça, c'est des fuites en avant. Ils doivent le faire pour préparer déjà l'opinion. C'est des provocations. C'est des provocations. Mais quand vous regardez, vous allez remarquer, heureusement, que les partisans de Sassou ont des couleurs remarquables. Vous allez voir le jaune qui se trimballe dans toute la République et même en France. C'est-à-dire qu'ils ont de l'électorat portable. Soyez un peu plus clair, monsieur Lombo. Un électorat portable, c'est des gens qui suivent Sassou. Le transhumance qui se déplace au fur et à mesure. Il y a des bus, vous avez... Ils se déplacent au fur et à mesure. Si vous avez vu à Pointe-Noire des gens avec des habits jaunes, ils viennent d'où? Ils viennent de Brazzaville. C'est avec ceux-là qu'il a fait le meeting. Quand vous appelez un parent de Pointe-Noire, il va vous dire que
moi j'ai appris que Sassou est venu là dehors, mais je ne sais pas s'il était reparti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens, il n'y a même pas de badauds, s'il faut le dire. Et comment vous pouvez déjà vous autoproclamer? Regardez un peu ce que le président, enfin le candidat Kolela a fait en philo. Mais c'est sans argent, c'est sans bus. Il faudrait bien que le PCT comprenne qu'avec Sassou, qu'ils ne sont plus vraiment acceptés au Congo. Donc, je suis désolé, ils ont toujours préparé l'opinion de cette manière, dire que bon, le président Sassou est gagnant, alors que c'est juste pour préparer, en tout cas, l'opinion à ce qu'ils vont faire ensuite. Alors, est-ce que j'ai besoin de votre point de vue personnel? Comment envisagez-vous l'issue de cette élection? J'allais dire, sérénité. Est-ce que vous pensez, est-ce que de l'opposition, du côté de l'opposition du pouvoir, les gens sont préparés à accepter le résultat de l'élection comme tel? Nous savons que le président, le général Moukoko, la semaine dernière, a demandé le report de l'élection du fait même des irrégularités constatées dans la préparation. Alors, est-ce que cela ne préfigure pas ce qui peut éventuellement arriver si jamais l'opposition venait à perdre? Est-ce que l'opposition, vous êtes de cette obédience, vous êtes prêt à accepter ce résultat? Bon, nous assistons. Je ne suis pas sûr. Nous acceptons ce qui se passe au Congo, c'est l'existentiel. C'est-à-dire que, en effet, les gens vivent au Congo. C'est des hommes qui vivent maintenant comme les animaux. Ils ne peuvent que faire des choses pour une survie, pour dire que bon, en tout cas, nous sommes là, nous sommes vivants, mais on peut faire ceci, on peut faire cela. Parce que l'oreille du président Sassou, c'est une oreille qui ne veut pas entendre. Donc, ce n'est même pas une oreille d'un sourd, mais c'est une oreille qui ne veut pas entendre. Moukoko, le général Moukoko pourra beau dire tout ce qu'il pourra dire, on ne l'écoutera pas. D'ailleurs, nous venons de lire quelque part, je ne sais pas si c'est faux, nous venons de lire quelque part qu'il y a un mandat d'arrêt qui serait en confection contre lui, en confectionnement contre lui. Vous pensez que en démocratie, ça se passe? Mais j'apprends... Les informations que nous avons disent que c'est de l'intoxication. Que ces informations sont infondées. Bien, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est infondé, c'est aussi une bonne stratégie dans ce cas, et que si le pouvoir ne dit rien, ça peut être vrai. Puisque quand il devait être convoqué, c'était d'abord infondé, après on l'a convoqué. Donc on est trop sûr. Mais pourquoi on l'appelle? Pourquoi on saisit un certain nombre de choses chez lui? C'est quand même une autorité de ce pays. Il a été chef d'état-major de ce pays. Je crois que c'est aussi quand même un général de ce pays. Il doit avoir un statut que les gens doivent avoir des déférences envers lui. À plus forte raison, le président de la République. Il ne faut pas que le président de la République le prenne comme, en tant que Moukoko, mais comme une autorité militaire de ce pays, capable de faire ce que lui il est en train de faire. Donc, les organes de justice, les organes de la sécurité publique devaient avoir quand même une différence vis-à-vis de lui. Mais pourquoi il est malmêlé comme ça? Simplement parce qu'on sait que le fauteuil présidentiel est menacé. Alors, donc, que ça soit de l'intox, que ça soit vrai, nous pensons que c'est vrai. Voilà, nous avons donc fait le tour des questions. Monsieur Lombo, est-ce que vous avez un point sur lequel vous voulez insister avant que nous ne clôturions cet entretien? Oui, le seul point, c'est le comportement de l'opposition à qui je devais... Et vous n'êtes pas sur le champ de la caméra, Monsieur Lombo. Est-ce que vous pouvez vous repositionner correctement? Merci. Allez-y. Excusez-moi, vous savez. Je disais que
le comportement de l'opposition qui n'a jamais été stratège à pouvoir donner aussi des conditions sérieuses. Moi, je pense bien que à l'ouverture, à la convocation de cette assemblée et de cette, comment je peux dire, de ce vote, on aurait pu poser des questions et des conditions au pouvoir en place. Au préalable, que toutes les personnalités condamnées devaient sortir, les chefs de parti, les journalistes qui sont faussement condamnés devaient d'abord sortir avant d'entamer même une négociation quelconque en allant vers la gouvernance électorale. Ce sont ces conditions-là qui font reculer un certain moment. Vous pensez qu'il aurait fallu des préalables du côté de l'opposition pour accepter d'aller aux élections? Voilà, et ça devait faire un signe qui devait permettre à comprendre si le président peut reculer ou pas. Vous prenez la communauté internationale, bien que corrompue, à témoin. Mais et on devait communauté, voir la suite. Vous posez les conditions avant qu'un seul. Cette communauté internationale a déjà rejeté en bloc toutes les opérations préliminaires relatives à cette élection. Notamment, elle pense que cette organisation n'est pas suffisamment transparente et que, par conséquent, elle ne va pas s'impliquer. Les résultats, probablement, nous ne savons pas si elle va les reconnaître. C'est même cette communauté internationale qui va demain adouber les résultats. Si vraiment le pouvoir reste cynique et ne veut rien entendre. Je vais vous donner, peut-être que les minutes sont finies, mais je voudrais vous donner un exemple. Vous savez que le président Sassou, en regardant ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Libye, a fait de telle sorte qu'il contrôle les éléments qui sont capables de pouvoir mettre les gens dans la rue. Et il s'est mis à corrompre cette communauté internationale. C'est pour dire que jamais, tant que les populations congolaises ne seront pas dans la rue, créer une confusion pour faire pénétrer l'aide de cette communauté internationale, ce ne seraient pas les Français ni les Américains qui viendront le choper comme on a fait à Gbagbo, comme on a fait à Kadhafi. Et c'est en cela qu'il s'en tient. C'est pourquoi il est en train d'arrêter tous ceux qui peuvent faire de telle sorte que les populations sortent. C'est pourquoi il a enfermé tous les militaires qui semblent vraiment s'écarter de sa ligne. Vous ne savez pas lesquels sont en train d'être emprisonnés, que ce soit les civils, que ce soit les militaires. Mais c'est pour qu'il dise à cette communauté internationale, voilà, moi je fais la force, venez maintenant me chercher dans mon palais. Personne n'ira le chercher dans son palais, comme on l'a fait pour Kadhafi ou comme on l'a fait pour Gbagbo, parce que ceux-là, ils sont venus dans la confusion parce qu'il y a eu des rebelles. Et aujourd'hui, quel est ce militaire qui va aller en rébellion contre Sassou, puisqu'il a zigouillé presque tout le monde. Donc voilà la réalité du Congo. Et elle reste atypique aux Congolais. Voilà, c'est donc sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Merci, Monsieur Lombo, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation et à la prochaine occasion.